Le château de Blois a été bâti sur l'ancienne forteresse des comtes de Blois. Louis XII s'y installe au début de son règne vers 1498. La façade extérieure donne sur l'ancienne vallée de la Roue. Elle se caractérise par de nombreuses galeries et balcons. À la fin du XVIe siècle, le premier étage était occupé par Catherine de Médicis et le second par son fils, le roi Henri III. Louis XII commence par élever le corps des logis de l'entrée en une polychromie de briques et de pierres, dont la façade extérieure donne alors sur une avant-cour. Une statue équestre placée dans une niche à l'entrée lui donne un caractère solennel. Tous les éléments appartiennent au style gothique. Mouluration, arc retombant sur des culots, les trilobes dans le couronnement du mur, ainsi que les pinacles des lucarnes. Au rez-de-chaussée de la galerie, des colonnes au fût losangé, timbrées de la fleur de lys et de l'hermine royale, alternent avec des piliers dont le plan superpose un cercle et un carré. Et à la fin du XVe siècle, on est dans la tradition française, le gothique. On est à la fin du gothique. Alors on va voir justement ce qui est gothique dans cette façade. Déjà au niveau de la structure, l'entrée triomphale ne se trouve pas au centre du logis. Donc on ne recherche pas vraiment la symétrie qu'on aura par la suite à la Renaissance. En plus, les tours d'escalier à chaque extrémité, vous voyez qu'elles n'ont pas du tout la même morphologie. L'aile François Ier démarre 15 ans après l'achèvement de l'aile Louis XII. Dans l'aile François Ier, la rencontre avec l'Italie est plus radicale. Lorsque le roi gravit les marches, il peut jouir du spectacle extérieur et devient lui-même spectacle pour les courtisans qui le suivent du regard depuis la cour. Donc ces espèces de dés on a l'impression qu'ils tombent de la corniche. On retrouve aussi le répertoire italien au-dessus des lucarnes. Vous avez des angelots que l'on appelle des putti. Et on retrouve aussi nos candélabres de chaque côté. Donc vraiment le répertoire italien, la Renaissance. L'escalier de gauche, on voit 3 fois le porc-épic qui est répété. On en parlera tout à l'heure justement de cet emblème royal. On a un jeu de polychromie, vous voyez, avec les matériaux utilisés pour la construction de cette aile. On utilise la brique. Une lourde corniche double dans sa structure et surmontée d'une balustrade couronne la façade. Cette disposition masque la partie inférieure des lucarnes.
En 1635, Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII, avec le concours de François Mansart, se lance dans la rénovation du château en bâtissant cette aile dite aile Gaston d'Orléans. Il ne verra malheureusement pas la fin de son œuvre, car il meurt en 1660 dans un appartement de l'aile François Ier, alors que son œuvre demeure inachevée. Une première étage, je voudrais juste vous permettre de voir la seconde et vous verrez qu'il y a des sculptures de manière chronologique tout d'abord. Alors au temps des comtes de Blois, donc 13e siècle, ceux qui ont fait cette salle, à quoi servait cette salle? Eh bien en fait elle servait à absolument tout, puisqu'ici vous êtes dans une des plus grandes salles civiles gothiques de France. Elle fait plus de 30 mètres de long sur 10 la charpente en fait, la charpente masquée par ces deux énormes vaisseaux, des berceaux en bois. Vous regarderez tout à l'heure en passant. En gros, il est là juste pour l'image, puisqu'il ne sert pas à grand chose. C'est vraiment les seigneurs qui gèrent leur territoire. Nous sommes ici dans la salle des États. Elle fut construite en 1220. Elle était alors utilisée comme tribunal. Elle aura également l'occasion d'accueillir les États généraux sous la houlette de Henri III en 1576 et également en 1588. Nous arrivons dans la salle archéologique où l'on peut y voir plusieurs vitrines avec des armements de chasse, des pièces d'équitation, des céramiques carolingiennes ou encore une mosaïque romaine du IIe siècle. Ensuite, nous prendrons l'escalier François Ier.
Nous arrivons ici dans la galerie de la Reine. Les résidences de la fin du XVe siècle, début XVIe siècle. Mais attention, ça date pas de cette époque-là. C'est une création de Duban, donc du XIXe, et ce sol a été restauré en l'an 2000. C'est pour ça qu'il est aussi éclatant, aussi brillant. Donc une création de Duban au XIXe siècle, mais qui représente un décor de la fin du XVe siècle, début XVIe siècle. Une toile qu'il va ensuite fixer sur les murs. Il prend des motifs d'enluminure qu'il va agrandir, et ce type d'ornementation, on peut trouver ça dans les résidences du XVIe siècle. À propos du plafond maintenant, c'est un plafond à la française, c'est le système des poutres et des solives, et ces plafonds, on peut les trouver dans les résidences de la fin du XVIe siècle. Donc Duban nous présente ici un échantillonnage du décor que l'on pouvait trouver au XVIe siècle. Il couvre 7, et François Ier qui va cibler son règne sur les guerres d'Italie. Alors les guerres d'Italie, c'est quoi? Eh bien en fait en Italie, il y a 2 territoires qui doivent appartenir à la France, c'est Naples et le Milanais. Et François Ier, durant tout son règne, il va s'atteler à cette tâche de récupérer ces 2 territoires. Les Médicis sont de Florence, et peu de temps après. Nous voici maintenant dans le cabinet de la reine Catherine de Médicis. Les murs sont recouverts de panneaux polychromes en chêne sculpté. La cheminée et les plafonds datent du XIXe siècle. On peut imaginer Catherine préparant les combinaisons et manœuvres contre ses ennemis. Alors, on va aller dans la salle des états généraux, on va retrouver tout le monde, et puis en attendant que l'on arrive, vous êtes là, c'est d'accord? Nous poursuivons par la chambre du roi Henri III. C'est ici que le roi fit assassiner son rival, le duc de Guise, le 23 décembre 1588. Celui-ci, chef de la Ligue, était un obstacle à la réconciliation avec les protestants.
À l'extrémité de la chambre du roi se trouve une petite chapelle où l'on peut admirer ces magnifiques vitraux.